Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, est-ce que vous aimez le football? Ouais. Est-ce que vous êtes un vrai supporter de l'OL? Ouais. Enfin, ça dépend quand même. Est-ce que vous aimez voir la corruption dans le monde du sport, ce qui fait que l'argent prend le pas sur la passion? Ouais. Attends quoi? Alors préparez-vous à avoir un match où tous les coups sont permis pour gagner. Donc... As-tu vu? Les arènes de Camille Perton. Camille Perton a tout d'abord commencé une licence de sciences politiques et de littérature anglaise entre 2009 et 2012. Je pense que la politique l'a un peu déçue, donc c'est pour ça qu'elle s'est tournée vers le cinéma. C'est alors qu'elle coécrira en 2015 un premier court-métrage qui se nommera Passer les champs. Court-métrage où elle s'appelait Camille Melville, mais sans le E. À mon avis, elle a dû changer de nom parce que ça rappelait quelqu'un d'autre. C'est ma petite théorie. Bref, grâce au soutien du CNC et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce court-métrage aura pu être sélectionné dans beaucoup de festivals. Puis durant cette année, elle collabora à la direction artistique des créations théâtrales de Christophe Perton. Ah ouais, je comprends mieux le changement de nom là. Ah bah tu vois, là, c'est plus logique. Avec cette expérience en main, elle pourra arborer toutes les dimensions du spectacle ainsi que de la direction d'acteurs et de la technique. Ce qui fait qu'entre 2020 et 2021, elle commencera à étudier à la FEMIS pour l'atelier scénario dirigé par Nadine Lamarie. Pas complètement une scénariste novice. Et avec cet apprentissage, elle pourra écrire et proposer son premier scénario et film, j'ai nommé Les Arènes, qui aura lui aussi fait le tour des festivals pour enfin sortir en salle en 2025. Donc arrivera-t-elle à nous faire entrevoir autre chose en nous montrant les coulisses de l'univers du football? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Les Arènes de Camille Perton est un film bien prenant qui donne une vision assez pessimiste du monde du foot. Tout d'abord, on suit Brahim, jeune footballeur prometteur, qui est représenté par son agent et cousin Mehdi et souhaite avoir le meilleur pour lui et sa famille. C'est alors qu'il s'apprête à réaliser son rêve, signer son premier contrat pour l'Olympique Lyonnais. Mais voilà qu'un puissant agent étranger arrive et va chambouler sa carrière. Les cartes sont en conséquence complètement rabattues. Déjà, ce qu'on peut voir dans la mise en perspective de son histoire, c'est qu'elle est une vraie passionnée de foot. Il n'y a qu'à voir comment elle filme cette jeunesse passionnée par ce sport. Mais lorsque ça entre dans la sphère dure, le noyau central pour être une légende, elle déconstruit complètement ce domaine où le jeu du fric et du hasard a pris sa place sur la passion. L'idée du film, elle est arrivée en 2015 quand il y a eu une espèce d'accélération avec la financiarisation des montants des transferts, notamment sur les très jeunes joueurs. Et c'est un peu cette espèce d'écart entre l'âge de ces joueurs et les montants que les clubs étaient prêts à payer pour les acheter qui m'a interpellée et qui m'a donné envie de me renseigner sur le sujet. Et là, de ce point donné, elle change complètement l'approche sur ces joueurs. Ils deviennent que de simples objets de convoitise pour les directeurs de clubs et on ne sait si leur avenir sera pour le mieux. Le corps ainsi que leur chair ne leur appartiennent plus. Je crois que le film, s'il a une vocation, c'est plus de parler plus largement de qu'est-ce qu'on veut donner comme rêve, comme aspiration pour les jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé d'aller au rythme que la société nous impose? C'est à partir de cet instant qu'elle appuie encore plus la solitude de ces sportifs lorsqu'ils sont au-dessus de la mêlée. C'est pour ça que l'importance du cousin est très mise en avant. Il est cet espace de confiance de Brahim jusqu'au moment où tout basculera et que le baiser de la mort arrivera pour prononcer cette déchirure immuable dès l'arrivée de cet agent de l'ombre. Et quand je dis baiser de la mort, c'est à la fois de façon imagée et de façon frontale. Effectivement, dans le film, il y a un principe presque de triangle amoureux en fait entre ces trois protagonistes que sont donc le joueur, son agent et cet agent étranger qui débarque et qui vient perturber le couple harmonieux qu'il formait, un peu ronronnant mais harmonieux quand même. Et voilà, il représente deux entités qui sont très différentes. Sofiane, il est quelque chose de très, une forme de sincérité, de loyauté, et Edgar, il représente comment dire, le calcul. Oui, non, mais aussi une sorte de nouveauté aussi, une excitation de l'ailleurs et de nouveaux horizons. Et c'était important qu'on y croie et qu'on ait envie de le suivre aussi. Après, ce n'est qu'une fiction et, à mon humble avis, elle a dû exagérer des traits pour arriver à ce postulat. Bien que je pense quand même qu'il y a eu des choses qui ont été très proches de la réalité. C'est là que dans cette quête de montée en puissance, on arrive à une véritable tragédie quand elle filme ses protagonistes.
Et l'importance du silence donne un poids sur les scènes. Il y a une bonne préparation du rythme pour complètement nous ancrer dans le dur. Rien qu'avec cette séquence de signature, j'avais les mains qui tremblaient avec un cadre très bien millimétré. Le jeu, les dialogues et le plan, tout est bien travaillé. Après, il est vrai qu'on voit rarement notre joueur pro jouer au foot, mais quand ça vient, il y a une énergie qui s'y dégage en rajoutant la partie des vestiaires. Une joie de sport. Comme si elle voulait donner un souffle de liberté après tant de moments d'emprisonnement. Puis elle met en avant deux objets distincts pendant tout le parcours de Brahim. En premier lieu, on a cette montre très chère qu'il garde pendant une bonne partie de l'histoire et qui peut représenter la partie bling-bling du sport. Le rêve de devenir riche et célèbre. Mais aussi une chaîne indélébile qui ne pourra s'en dépêtrer, sauf peut-être quand il renouera avec la vie et les personnes qui lui sont chères. Le seul moment où il enlève cette montre, c'est juste avant la signature de contrat. Et cette séquence est pour le moins très importante. C'est pour ça que le deuxième objet, qui n'est présent que comme un signe de croyance, de destin, sera amplifié jusqu'au dernier plan du film. Le médaillon de son père. Il représente le cas inverse de cette montre. Il est le véritable but qu'il cherche, qu'il garde comme une épée de Damoclès pour ne pas faillir à son objectif. Je pense que le film essaye de ne pas y répondre d'une manière trop tranchée et essaye de montrer ce que c'est la vie d'un jeune joueur, parce que souvent en fait on voit les joueurs, on voit les sommes qu'ils gagnent, les sommes qu'ils représentent, et on se dit que c'est des enfants gâtés, que c'est des ultra riches, etc. Mais on mesure pas la pression qu'il y a sur leurs épaules, on mesure pas la responsabilité que c'est vis-à-vis de leur famille, de représenter autant d'espoir, autant d'opportunités, et je crois que parfois ils sont obligés de faire des choix qui, d'un point de vue de la moralité, peuvent nous paraître compliqués à comprendre, mais qui en réalité vont chercher très loin, et je crois que c'est pas si facile que ça en réalité de maintenir le cap, de garder sa boussole morale dans ce milieu. Donc j'aurais tendance à ne pas les juger. Parce que dans le scénario de Perton, il y a vraiment une mise en profondeur de ces personnages. Ils ont tous quelque chose à prouver avec une pointe de complexité. Il y a cette envie en chacun d'eux d'être au-dessus des autres, mais pour chacun, il y aura toujours quelqu'un de plus haut pour les en empêcher. Ils ne sont que des pions qui ne peuvent suivre et contrôler leur propre destinée. L'importance du choix est très primordiale et très difficile à faire. Et vu qu'elle est d'origine lyonnaise, c'était obligé qu'elle allait filmer une bonne partie de Lyon. Bon, il y a quand même Nice et Monaco. Certes, mais dans la globalité, il doit y avoir au moins 70% du film où ça a été tourné dans la ville des Frères Lumière. Oui, effectivement, ça a été un vrai enjeu de la préparation du film et même de l'écriture, je dois dire, parce que j'ai tout de suite imaginé le film pour la ville de Lyon, dont je suis originaire, et donc j'ai écrit le film pour les décors que je connais et qui, pour moi, sociologiquement, faisaient sens aussi, parce que le film, il est vraiment construit comme une sorte de voyage. On part de cet appartement à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, qui est un quartier assez défavorisé, et le rêve de Brahim, c'est d'accéder au Mont d'Or, qui est un secteur au-dessus de Lyon, qui est le secteur des villas riches, quoi, grosso modo. Donc vraiment, il y a un trajet comme ça dans la ville et dans les décors. Et puis on passe par toutes sortes de villes, le film est très international de ce point de vue-là. Et effectivement, les décors font sens. Il y a par exemple, on est à un moment donné au stade Gerland, il y a cette espèce d'escalier un peu monumental et un peu écrasant, et le foot n'est pas représenté, les parties de foot ne sont pas à l'écran, mais par contre le stade est là en fond pour nous rappeler dans quel univers on évolue. Et chaque endroit indique assez la description de ces personnages entre là où ils habitent et là où ils travaillent. Donc lorsqu'on s'éloigne et qu'on suit par exemple Francis sur son bateau, on est complètement dépaysé et on peut le voir comme un requin qui chasse ses proies. Bien que comme chaque personne, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de lui dans la chaîne alimentaire, sauf les riches. Puis pour ce casting, on a une belle équipe côté défense avec Karima Amarouche, Tim Sefi, Grégoire Collin, Côme Levin, Lorenzo Zurzolo, François Château et Gilles Gaston Dreyfus. Puis on termine sur 3 attaquants excellents pour cette proposition très radicale, avec tout d'abord Edgar Ramirez, qui est l'étranger qui va tout chambouler. Il a une façon de manipuler Brahim très pesante et malaisante. Il est décrit comme l'antagoniste, mais une scène montre qu'avec ses choix, il aura lui aussi des chaînes impossibles à enlever, même s'il doit se salir les mains. Et là, l'idée, c'était de regarder ces agents, ce milieu d'agents, un peu comme un milieu mafieux, avec aussi un très très fort pouvoir de séduction, une très forte attractivité.
fragilité, que ce soit pour le personnage de Brahim, mais aussi pour le spectateur qui doit quelque part être tombé un peu sous le charme notamment de ce personnage d'Edgar Ramirez qui débarque dans cette famille et qui ensorcelle un peu tout le monde et qui attire un peu tout le monde dans ses filets. Et donc du coup effectivement ces films-là, Les Parrains, etc., ça nourrit aussi mon imaginaire puisqu'ils fantasment les mafieux. Les mafieux ne ressemblent pas aux mafieux qu'on voit dans Le Parrain, mais ça participe de ce pouvoir, de cette attraction comme ça. Puis on a Sofiane Kam. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est excellent. Et comme à chaque fois, il montre qu'il a un jeu en totale maîtrise de chaque événement. Quand il rigole, on y croit. Et quand il est dans la peine, on y croit aussi. Il est cette lumière qui reste du côté de Brahim. La partie humaine est entre ses mains. Je trouve qu'il a vraiment le parfait mélange de légèreté et de profondeur que ce personnage porte justement. C'est un personnage extrêmement gracieux, qui est rempli de bonté et il lui apporte vraiment tout son talent et tout son charme. Il serait vraiment temps de lui donner un prix pour toutes ses performances. Mais la petite découverte de ce film, c'est bien Ilyes Kadri. Au départ, il paraît de bonne volonté et naïf, mais ensuite, quand il rentre dans ce secteur, il est complètement métamorphosé. Ce qui fait que quand il arrive à ses fins, on voit sa jeunesse complètement effacée, laissant place à un mur de glace. Vraiment un acteur à suivre. C'était un honneur d'interpréter ce personnage qui me ressemble. Comme Brahim, j'étais amené à devenir adulte et mature très tôt, à endosser des responsabilités comme lui. Et chose assez amusante, on le voit dans une série qui se nomme Le Mercato. C'est assez cocasse. Pour ce qui est du titre, les arènes, déjà, ça peut représenter le stade de foot, mais aussi, comme au temps de l'Antiquité, le lieu des cirques et des affrontements des gladiateurs. Comme les gladiateurs, ils rentrent dans l'arène et ils mettent leur corps au service d'un divertissement. Si ce corps vient à se blesser, s'il arrive quelque chose à ce corps, c'est la fin du rêve aussi. Puis ce qu'il faut noter, c'est que le seul moment où Brahim est dans un stade, c'est dans un stade vide où un silence macabre et de plomb s'y dégage. De quoi ressentir toute la désillusion de ce sport. Donc pas totalement un film pour les fans de foot, mais pour ceux qui veulent apercevoir autre chose que de ce rêve perpétuel. Mais je dois dire que de ce point de vue-là, le film d'ailleurs est un film plus sentimental que vraiment un film sur le football. Pour moi, on parle davantage de confiance, d'amour, de loyauté, de toutes ces choses un peu humaines que fondamentalement de sport. Et enfin, pour la BO du film, Berton fera appel à Emmanuel Jesua et Maurice Marius qui appuieront une partition orchestrale en donnant du souffle et un caractère épique au récit. Et à la suite, pour que rien ne se perde, ils garderont un rythme et une tension sur l'utilisation des cordes tout au long du périple. Peut-être que la musique est un peu trop présente, mais pour moi, elle est bien utilisée. Donc pour un premier film, Camille Berton nous a offert un envers du décor du monde du foot assez glaçant. Et oui, ce n'est pas la première fois que ça parle de cet endroit, comme Mercato avec Jamel Debbouze, bien que ça se centrait plus sur l'agent et non sur le joueur. Mais force est de l'admettre que j'ai été pris dans ce tourbillon de manipulation et de tension où personne ne pourra espérer avoir un bon match. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Parfois un joueur veut s'unir dans un club. Parfois un club désire un joueur. Et parfois ils ignorent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Le vrai pouvoir, il est entre celui qui désire et l'objet de son désir.